que t'es prêt? Ah. OK. C'est parti. Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue à Flixation, l'émission où est-ce qu'on parle de nouveautés Netflix, de critiques, séries télé et sorties de films. Je suis votre co-animateur Chuck et je suis épaulé de ma co-animatrice Laurie. Allô? Allô, Laurie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de show. Comme vraiment longtemps. Ah, vraiment, vraiment beaucoup. Comme on n'a pas parlé aux auditeurs depuis comme 2 mois et on s'en excuse d'ailleurs. On a eu... on pensait que l'été était achalandé, mais l'automne qui a embarqué a été aussi très chargé. Et à cause de ça, malheureusement, on n'a pas pu vous faire un show. Puis c'est juste un show par mois, mais on n'a pas été capable de les faire vraiment les deux. Il manquait de temps pour les deux côtés. Alors on s'en excuse, on voulait dire ça au début. Mais fait que Charles, il vous a toutes fait des tasses personnalisées au café céramique. Exactement. Puis vous avez juste à nous écrire sur la page Facebook, puis il va vous faire ça. Vous avez le choix entre un chat ou un chien. Un chat ou un chien, marqué Flixation. Puis mais je vous dis pas dans lequel vous devez aller dans le café. Vous devez le trouver, le café céramique en question. Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Puis de toute façon, moi je suis pas comme le meilleur à faire des tasses, fait que ça se peut que ça ressemble plus comme un cendrier ou une assiette, une cabane à moineaux. Mais ça, c'est vous qui allez le découvrir quand vous allez vous rendre dans le bon café. Dans le bon café, oui, mais exactement. C'est le cadeau de il Charles. faut que tu trouves aussi, faut que tu dises un mot secret, un mot de passe secret à la fille au comptoir, mais je le dis pas. Qui a pas rapport avec le show. Mais ça n'a pas rapport avec le show. Non. Si vous le trouvez, c'est gratuit, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Exact. C'est d'une couleur. Puis toi, Laurie, tu donnes pas un petit cadeau aussi pour les auditeurs qui... Non, moi, je suis un as dans la vie. T'es vraiment égoïste, là, ça n'a pas de bon sens. Oui. Non, je te laisse être celui qui gère les finances de Flixation. Ouais, c'est ça, bon. Hein? On ne chôme pas dans les finances. Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu justement qu'on a regardé dans les dernières semaines, derniers mois même, parce que justement, on n'a pas eu le temps de vous en jaser un peu. Donc, on a fait des marathons, on a regardé beaucoup de films, les films d'été qu'on n'a pas eu la chance de jaser, comme The Martian, par exemple, ça fait longtemps qu'il est sorti, tu sais. Mais on a vu quand même pas pire de films. Fait que je sais pas comment tu veux qu'on procède. Est-ce qu'on parle de films qu'on a passés un après l'autre, puis toi tu nous en jases, ou on fait juste comme les passer un après l'autre, puis on donne un petit point de vue? Bah, moi, disons-les pas. Passons-les un après l'autre. Puis, récemment, on a vu le film québécois Guy Barre s'en va en guerre, qui est un film québécois de Philippe Falardeau avec Patrick Huard. T'as-tu aimé ça? Oui, quand même, oui. C'est bon, je me souviens plus combien que j'avais donné, mais genre 6.6, ou de faire comme ça. C'est ça. C'était pas... ça, correct. C'est pas le meilleur de Philippe Falardeau, là. Non, mais ça n'a pas essayé de faire un gros film non plus. Fait que c'est correct. Je pense que c'est un film qu'il voulait faire juste avant, évidemment, les élections fédérales, pour réveiller un peu les Québécois qui avaient peut-être l'intention de voter pour le gouvernement, l'ancien gouvernement qui roulait. Parce que le film livrait un message assez clair. Ah oui, non, tu peux pas le chercher, Harper. là, il était là. C'était ça, tu sais. Et ben, je pense que le film de Philippe Falardeau a réussi à changer carrément les élections parce que les libéraux sont rentrés majoritaires. Donc, c'est complètement une autre affaire. On a vu aussi le film Meet de Patel, que tu vas nous parler un petit peu plus tard, je pense. Oui, exactement. Que t'as beaucoup aimé. Moi, je l'ai bien aimé. C'était un beau documentaire. C'est un demi-documentaire. C'est biographique. Ça parle d'un gars, puis il fait juste comme monitorer il enregistre sa vie, tu sais, puis on voit un peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie à lui, mais c'est un très bon film, t'as raison. On a beaucoup ri, c'était drôle, c'était un film très drôle. On a vu aussi Sleeping with Other People, qui est une comédie avec Jason Sudeikis et puis Alison Brie, mon fantasme de tous les jours. Ah, il était tellement fatigant. Ah oui. Toi? Oui, je le sais. Oui, c'est ça. Toutes les scènes, c'était voilà. Fait que c'est ce qu'il y a J'étais fatiguant. Allez pas au cinéma avec moi. J'ai aussi, on a regardé aussi, moi j'ai vu Steve Jobs personnellement, je peux vous en parler un petit peu plus tard. Et puis on a un autre film, The Intern, avec Anne Hathaway et puis Robert De Niro qui est sorti, une petite comédie de Nancy Meyers que t'as bien aimé. Oui, ben ça aussi, tu sais, quand on dit bien aimé, on est dans la note à peu près entre le 6.5 et 7.5. Ouais, le 6.5 à 7.5, on dit comme c'est une comédie sympathique. C'est ça. Ça remplit le dimanche après-midi. Genre, ouais, exactement. C'est le film parfait pour un dimanche. Bon film. Pour un dimanche après-midi, là. Il y a une affaire qui m'avait vraiment fait frustrer. Puis
par rapport à un élément dans l'histoire que je révélerai pas, mais j'ai vraiment l'impression que on ciblait les hommes comme ils sont tous pareils, puis genre parce que il se passe telle ou telle affaire, il faut forcément qu'une situation embarque. Bon, là, il y a des gens, j'imagine, qui devinent qu'est-ce qu'on parle, là, mais quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct et je fais Colin, ça m'énerve parce que pour vrai, il aurait pu exploiter le personnage de manière différente puis peut-être plus originale que ce maudit cliché là qui revient tout le temps. On a vu aussi, plus tôt, en fait, on avait vu des films qu'on avait vraiment aimé comme moi j'ai vu Mr. Holmes que j'avais bien aimé avec Ian McKellen qui était dans le fond l'histoire de lui, plus vieux, qui raconte un peu son histoire et très très intéressante. On a vu ensemble un film, une comédie fantastique qui s'appelle Mistress America. America, exactement. Ah, c'est drôle. C'était drôle. C'est sûr que ce film-là se ramasse dans mon top 5 des meilleures comédies de l'année. Ah oui, c'est complètement absurde. C'est absurde, puis ce que j'ai aimé, c'est qu'on riait à toutes les 30 secondes. Oui, constamment. Toute la salle riait avec nous et on a eu du fun. Oui, on n'est pas juste les deux clowns qui rient dans les films. Non. Mais c'est une comédie indépendante comme vraiment pas, on l'a pas publicisé au Québec du tout, là. C'est une petite comédie très, très indépendante qui sortait dans les salles Selected Theaters, donc dans quelques salles seulement. Pas à la largeur, à la grandeur du Québec. Et Colin, que c'est une belle découverte. C'est drôle, c'est intelligent, c'est bien géré, c'est bien écrit. Les situations qui ressortent c'est de l'absurdité parce que puis chaque fois qu'il y a un petit moment où est-ce que tu fais bon, mais il semble que ça fait longtemps que j'ai pas. Ça repart, ça a un rythme. Exactement. Vraiment bien construit, c'est bien. Oui. Puis parlant de ce film-là, c'est un film de Noah Baumbach. Ça raconter cette histoire-là. Serais-tu en train de roter, Charles? Oui, ouais, c'est ça exactement. Non, c'est un film de Noah Baumbach qui avait fait d'autres comédies auparavant, comme Frances Ha, qui est un film en noir et blanc, qui est une comédie qui se passe à New York, qui est une comédie que je recommande à tout le monde de regarder. Et c'est avec la même actrice qui s'appelle Greta Gerwig, qui est une actrice fantastique. Elle est blonde, elle est preppy, elle est pétillante, elle respire la vie tout le temps. Elle était un peu nounoune, mais elle est tout le temps comme joyeuse et le film elle supporte le film dans le fond. Et puis sa performance est vraiment géniale parce que elle joue un peu l'innocente qui a plein de rêves puis qui fait plein d'affaires en même temps puis elle nous emporte dans son monde puis on l'adore à cause de ça. Donc non, c'est une très très belle comédie. J'espère qu'ils vont continuer à faire des films ensemble, ces deux-là. Donc, voilà. C'est avec Lola... Comment elle s'appelle? Lola Kirk? C'est avec Lola Kirk. Lola Kirk qui joue Tracy. Oui, exactement. C'est dans le fond, je sais pas si on a parlé un peu de l'histoire, mais bref, c'est une fille qui apprend qu'elle a une demi-sœur, en fait, puis elle se met à suivre, à idolâtrer, à l'idolâtre, oui, c'est ça. À l'idolâtrer une sœur plus vieille, en fait, qui, elle, a déjà sa vie établie à New York et qui vit dans le Big Apple et qui respire et qui est connectée à cette ville-là vraiment et qui permet de lui faire découvrir cette ville-là à travers tout ce qui est merveilleux de New York. Puis tu sais, on se disait, tu sais, on va-tu vu à New York? C'est tellement génial. Exact. Fait que c'est Lola Kirk, dans le fond, son personnage qui va aller dans la vie à sa sœur, finalement, essayer de... À rentrer dans sa vie, à aimer sa sœur beaucoup et à s'inspirer d'elle et se rendre compte que sa sœur, il y a beaucoup de bon puis il y a beaucoup de mal puis à deal avec ça puis après ça devient de plus en plus absurde puis la situation à la fin, c'est complètement... c'est génial. C'est juste génial. Exact. Donc, à voir absolument. Un bon 8. Moi, en tout cas, pour moi. Ah oui. En termes de comédie, 8 ou 8.5, c'est bien écrit. C'est vraiment bien écrit, ce film. Bref. Moi, on voudrait parler de films qu'on a vus. Oui. On va commencer. On va te parler de. Ça a l'air que c'est pas ça qu'on faisait. Et on va parler de. Non, c'était pas ça, pas en tout. Avant, on parlait de poterie. Oui. D'où le café céramique, dans le fond, qui revient. Oui. Ouais. Ouh. Je fais des segways partout. Oublie ça. Arrête. Hey, il a pris son café. Donc, on va parler de quoi donc, là? On va parler de... Ben, moi, je vais parler de Meet de Patel. Ouais? Oui. C'est quoi ce film-là avec Meet de Patel, là? Meet de Patel, c'est un documentaire, dans le fond. Mais c'est un documentaire biographique sur la vie, en fait, de Travis Patel. Ravis Patel. Patel, qu'il faut comprendre que c'est la famille, moi, je peux dire, le nom de famille le plus populaire en Inde. Comme les Smith aux États-Unis ou les Tremblay. Et, bref, le documentaire sur la vie de Travis Patel qui recherche l'amour, en fait, mais en posant vraiment plus un regard sur l'assimilation culturelle, sur
couple multiethnique moderne, voir la communauté indienne, comment elle fonctionne. C'est pas Ravi, excuse-moi, c'est pas Travis, je pense que c'est Ravi Patel. J'arrête pas de dire Travis. Non, c'est Ravi Patel, Mon son nom. signet est à côté de mon R. C'est pas grave du tout. Oui, enfin, donc, bref, c'est ça. C'est vraiment les mariages arrangés. Cette affaire-là, lui, dans le fond, il décide de faire des fiches biographiques qui existent pour se mate là-dedans. Pour se joindre, comme on dit pas pour tout. Oui. Donc, bref, t'as des fiches biographiques qui est un peu comme un CV. Puis là-dessus, il voit, Juliette Binoche, 39 ans, PhD, blablabla. Et c'est comme ça que les mamans Patel se passent les informations envers leur fils et leur fille. Fait qu'ils décident de partir puis d'aller les rencontrer. Mais en arrière de ça, il y a vraiment la deuxième histoire où est-ce que lui est en amour en fait avec une Américaine. Puis c'est pas accepté dans sa famille là. Une histoire cachée qui oui. Une histoire cachée qui est qu'on va voir avec lui. Honnêtement, moi je trouve ça très très drôle parce que c'est apporté super drôle. C'est côté humour, c'est vraiment tu sais, il va rire du nez de son père, il va rire du caractère vraiment très spécial de sa tapis à sa mère, tapis ascendant carpette là, c'est il va aller rire de ça. Moi je trouve ça vraiment très très drôle. Puis c'est ça. Puis on voit vraiment les critères de sélection pour qu'un Patel fonctionne avec un autre Patel là. C'est à travers l'humour, ça ouvre les yeux sur la réalité d'une famille qui vient pas nécessairement, qui vient d'Inde directement. Les Patels font comme ça, mais en Inde, on fait comme ça. Puis moi, je ne savais pas que ça existait comme ça, que ça marchait, tu sais, à travers des fiches signalétiques où est-ce qu'on présentait chacun des potentiels candidats pour une demoiselle et vice versa pour les hommes. Je savais pas que c'était comme ça. Et puis moi, je trouve que c'est cool d'avoir cette histoire-là en parallèle avec la réalité, on pourrait dire, indienne de comment on fait pour rencontrer l'âme sœur. Moi, je trouve ça cool de faire ces deux-là. Donc, on a du sérieux puis on a de l'humour là-dedans parce que lui, il essaie de faire... oui, il y a une profondeur dans le documentaire, là. Puis à travers le documentaire, il essaie de rencontrer des nouvelles personnes, tout ça, parce qu'il essaie de rencontrer aux États-Unis il fait des nouvelles dates, des nouvelles sorties, puis ça marche pas comme il veut, puis tout, puis il essaye, puis c'est drôle, tu le vois aller, puis il essaye vraiment, mais... Puis moi, j'aime qu'on s'attache tellement à son père là-dedans, que chaque fois qu'il appelle son père, puis qu'il fait « Papa », excusez, là, j'ai un accent de marde, là, mais il fait, papa, je dois aller rencontrer telle personne à l'autre bout de la terre, demain, puis son père est comme, pas de problème, transfert d'argent, maintenant, vas-y, fils, mate. Mais, tu dois trouver une femme. Mais qui dit qu'en même temps, les Patels sont extrêmement cheap et que, genre, ils dépensent jamais, mais là, ils vont dépenser énormément, tu sais. Y a pas de compte, y a rien, c'est tu veux, parfait, on a des Air Miles. Va-t'en rencontrer la femme de ta vie, tant que c'est une Patel puis qu'elle a un PhD. Puis ils parlaient aussi de qu'est-ce que c'était d'être Patel puis de rencontrer d'autres Patels, c'est que apparemment que si tu rentres dans un autre monde, mais ils sont extrêmement généreux entre eux et les gens se parlent puis ils parlaient des histoires de l'hôtel où est-ce que ils rencontrent les maîtres d'hôtel, c'est des Patels puis c'est pas des Patels puis il fait juste dire genre je suis un Patel et là tout d'un coup il dit ah oui vraiment et là il ouvre en arrière l'hôtel et il se met à être accueilli comme des dieux. Ma femme, c'est super fin. C'est vraiment une belle histoire qui ouvre les yeux. Moi, je trouvais ça vraiment génial comme film. Oui, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est réalisé par Ravi Patel justement et sa sœur. Sa sœur Geeta Patel. C'est sa sœur en fait qui tient la caméra. Oui. Du début à la fin, parce qu'on suit Ravi qui parle à sa sœur, en fait, au début. C'est ça a été très bien coté, c'est très drôle, c'est très simple. On va pas non plus dans des degrés qui finissent plus. Non, c'est facile, c'est bien. On rentre pas dans le rapport d'assimilation pis ça fait là culturel. On reste en surface, c'est plaisant, c'est drôle, on s'attache à sa famille. Son papa, il ressemble à Huggle dans le labyrinthe. La photo suivra dans un instant. Moi, ça m'a fucké tout le long du film, je tiens à le dire. Pauvre Charles, je tapais cuisse, puis je faisais « Non, mais je te le dis! » En tout cas, j'utilisais mon téléphone dans le cinéma, puis il aimait pas ça. Non. Non, oh non. Il aime pas ça. Non, mais je te gossais avec Alison Brie, moi, c'est en échange. Exact. Tu vois, c'est donnant-dont. Ouais. Bon. Fait honnêtement, je donne 7.7 sur 10. Tu sais, je serais contente. C'est nowhere comme 7.7. 7.7. C'est pas 7.6, pis c'est pas 7.8 là. C'est parce que c'est un 8 pas assumé. C'est un... Ouais, 7.9, c'est pas assumé, là. 7.9, c'est vraiment... 7.9, il manquait juste comme un bout de... Je suis pas prêt à y donner 8, mais c'est vraiment proche. Ou montre-moi un petit quelque chose, genre un 8, mais... Sans nudité, c'est un 7.9. Ouais. Non, c'est un très bon film. Je le recommande. Oui, moi, c'est ça. Je le recommande, puis je serais vraiment contente de pouvoir le montrer à d'autres personnes. Enfin, viens, je vais te montrer un bon film, je vais te montrer un bon documentaire. Ouais. Je suis sûr, en plus, que ce documentaire-là, compte tenu qu'il est déçu mais c'est un documentaire indépendant qui est qui est aussi, encore une fois, dans
qui sort dans quelques salles seulement. Je suis sûr qu'il va sortir sur Netflix dans les prochains mois. Sûrement. Ah, c'est sûr. Donc, on vous le recommande. Oui, on vous le recommande. C'est drôle, c'est rafraîchissant, puis ça fait du bien. Exact. Qu'est-ce que j'ai écouté à part ça? Ben, moi, je vais en partir un. Je vais vous parler un petit peu de Steve Jobs. En fait, j'ai beaucoup aimé, moi, Steve Jobs. Je l'ai vu au cinéma, puis probablement qu'il va sortir en début janvier, février sur Netflix. C'est la version de Benedict Cumberbatch, c'est plus la version d'Ashton Kutcher, c'est avec excusez-moi, j'ai dit Benedict Cumberbatch, c'est Michael Fassbender, désolé. Puis c'est réalisé par Danny Boyle, c'est écrit par Aaron Sorkin, donc formule gagnante ici. J'ai beaucoup aimé moi ce film-là, je trouvais que c'était un film qui était qui montrait une facette de Steve Jobs qui était intéressante. On montre Steve Jobs à travers 3 époques, 3 lancements de produits. T'as le Macintosh, t'as le Next Cube et t'as le iMac. Ouais. Et ces 3 moments-là, ces 3 lancements-là, tu passes à travers tous ces personnages qui sont autour de Steve Jobs. Donc que ce soit Mike Scully, qui est le gars qui lui, on pourrait dire, poignardé dans le dos et qui a pris d'assaut Apple dans les années 80, ou encore sa compagne dans le temps et sa fille aussi qui a assumé, qui a toujours dit Steve Jobs que c'était pas sa fille, il n'a jamais accepté, il n'a jamais avoué, il n'a jamais rien dit, il a toujours dit que c'était pas sa fille. Et dans le fond, tu passes à travers, puis Seth Rogen évidemment qui joue Steve Wozniak, qui est son collègue qui a parti à Apple avec lui, qui joue très bien aussi en plus dans ce film-là, qui joue très très bien comme collègue. Mais ce que j'aime, c'est que Fassbender, ils étaient tellement sûrs de lui, ils étaient tellement sûrs de Fassbender qu'il ne ressemble pas à Steve Jobs, qu'ils ont dit on prendra pas de prothèse, on mettra pas de chirurgie, on n'essayera pas de te transformer en Steve Jobs, tu vas juste jouer Steve Jobs. Et il joue tellement bien que tu crois que c'est lui. T'as pas besoin de repenser à l'image de ce qu'était Steve Jobs, le vrai, pour être enseveli sous le personnage et être enseveli, mais peut-être pas le terme, c'est pas enseveli, mais d'être vraiment absorbé par son personnage et de rentrer dans l'histoire. Donc, fait que tu dis que c'est bien que ce soit lui qui joue. Il va être parce que c'était Kristen Bell qui avait été approchée au départ pour faire le rôle de Je savais pas que c'était Kristen Bell. Oui. C'est intéressant, ça aurait pu être lui. Il aurait pu être bon là-dedans aussi. Mais Fassbender, moi je trouve que c'est un acteur à part là, il est vraiment dans la lui il va rejoindre les Daniel Day-Lewis, puis c'est le genre d'acteur qui va comme vraiment exceller en termes de rôle. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Cumberbatch aussi va, d'après moi, va rentrer aussi dans ce lignée-là. Oui, donc c'est un film que je recommande de voir, même si vous avez détesté Jobs, puis je comprends là, parce que Ashton Kutcher a beau vouloir ressembler à Steve Jobs, le film n'était pas bon, et je trouvais ça plate. Je trouvais ça plate qu'on fasse un hommage à cet homme-là quand le film était bâclé, mais là, Steve Jobs, d'après moi, donne un bon hommage à cet homme-là qui est un asshole, qui est un parfait asshole. À mon impression, moi j'ai pas voulu aller le voir, puis Charles et moi, je pense que ça fait comme depuis qu'il est sorti qu'on s'ostine là-dessus. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'est 2 heures où est-ce que tu vois pendant 2 heures des arguments à pu finir et ça fait juste mettre l'emphase sur tu penses que c'est un asshole? Non, c'est juste un gros asshole plus des arguments, plus du petit drame de tu me reconnais pas, pourquoi tu y parles pas, puis non mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est 2 heures où est-ce que il va se chamailler, il va contre-argumenter contre tous les gens qui est autour de lui. Ça fait pas d'abord qu'on irait voir ça. Ça fait pas en soi que le film est pas intéressant. Moi, je trouve que le film est très intéressant à cause de ça. Et le gars, on a choisi 3 événements. Tu comprends pas le personnage. Puis Steve Jobs, quand il existait, tu le comprenais pas non plus. Là. C'était si cool quand il faisait ses présentations, mais t'entendais entre les murs. Il y avait des rumeurs sur des sites que apparemment, c'était un gars qui était extrêmement enragé des fois quand il avait pas ce qu'il voulait. Puis il cherchait fort à avoir. Et tu le vois dans ces films-là et tu vois qu'il contre-argumente tout ce que les gens disent. Puis il est vraiment dans sa tête et tout ça. Et à travers les 3 événements, tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et c'est vraiment intéressant comme ça. Et moi, je recommande d'aller le voir justement pour essayer de comprendre un homme que tu comprends pas juste en surface comme ça quand tu le vois devant toi. OK. Ouais, vraiment, je le recommande. OK. Donc, pour ce qui est de Steve Jobs, je lui ai donné la note de 8.5 parce que c'est une performance incroyable. Fassbender, incroyable. C'est bien écrit. Puis c'est Danny Boyle. Puis fait qu'il y a une réalisation vraiment géniale. Aussi le fait qu'ils ont tourné les 3 époques à travers 3 formats de pellicules différents. Donc en 80, les 3 étapes, les 3 moments, c'est parlant le Macintosh, ils ont tourné ça avec une caméra 16 mm, avec l'émission, avec le Next Cube dans les années 90, ils ont tourné ça avec un 35 mm, et puis ils ont tourné ça en digital pour
pour le iMac. Fait que moi, je suis bien content, sérieusement. Je pense que... Petit fait intéressant sur le film, le titre du film n'apparaît ni dans le générique d'ouverture, ni dans les crédits à la fin du film. Très intéressant. Il ne le présente pas. Non, je pense que les gens... Je pense qu'ils Ça, assument... je trouve ça très assumé. Ça, j'aime ça. Je pense qu'ils assument que les gens, quand ils vont sélectionner Steve Jobs, ils savent le film Steve Jobs. Je trouve ça arrogant, je trouve ça assumé. J'aime ça. Mais c'est ça. Je me demande ça vient de quelle décision. Ça vient-tu de Sorkins ou ça vient de Danny Boyle? Je sais pas. On va. Quand tu les verras, tu leur demanderas. Ouais, ben c'est ça, j'ai un brunch avec eux dimanche prochain, fait que je vais leur demander. Ah, moi, j'étais avec JJ, on ira se prendre un café. T'es avec JJ? Mais attends, wow, je vais canceller mes dates, je vais aller avec toi, regarde, oublie ça. Oublie ça, moi je sors des spoilers sur Star Wars, voyons non. Ouh. Hey, parlant de ça, Laurie, peux-tu dire qu'est-ce qu'on va faire en décembre? On y va! Oui! Ok. Ben, en décembre prochain, d'ailleurs, j'ai regardé les places, il y en a plus. On s'en va voir le 17 septembre, le 17 novembre, voyons, décembre. Avec un D, avec un E, D. avec un C. Exactement. On s'en va voir, on va faire un marathon Star Wars. Donc, on va écouter épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis épisode 7 à la fin de Force Awakens. J'ai hâte. Maudit que j'ai hâte. Ça va être mon événement de l'année, là. Je veux dire, j'ai fait le marathon, j'en avais déjà parlé, le marathon Marvel. Oui, Marvel que t'avais fait. Que j'avais adoré, d'ailleurs. Je trouvais ça super cool. On avait mis 11 films avec des pauses de 1 demi-heure entre chacun. Ça risque d'être la même chose avec Star Wars. Ta porte est couverte, tu te mets en pyjama, tu prends tes pantoufles. Moi, j'étais en pantoufles aussi. Non, t'es en pantoufles, là, au cinéma Banque Scotia, c'est vraiment cool. Et, ça je me suis acheté des bas, ils montent jusqu'en haut des jarrets, pis c'est écrit « May the Force be with you ». C'est génial. Je me trouvais cool. Ben, c'est génial. Ben, écoute, tu peux être super confortable, ta porte est couverte, tes œillets, tout ça, ta porte des bouchons aussi, pour les oreilles, parce qu'à un moment donné, ça devient tape juste vraiment assourdissant, là. sur les nerfs. Surtout, ben, moi, je vais y mettre pendant l'épisode 1, 2, 3, juste parce que je vais T'as pas besoin d'entendre, t'as juste besoin de voir Hayden Christensen. Puis tu fermes les yeux quand il y a Jar Jar, puis tu t'essayes d'oublier que ça a déjà existé, cette merde-là. Et, ben après ça, t'écoutes 4, 5, 6, puis là, tu reviens dans les années 70, 80, t'es comme, nostalgie. Puis là, l'épisode 7. T'es content, puis là, tout le monde est mal maquillé, parce que c'était ça. Ouais, mais là, t'as les X-Wing en maquette, puis l'étoile noire faite en maquette. Puis tout était fait comme avec de la résine puis des affaires bizarres. C'était le parodie de la colle époxy, là. Genre, c'était avant que ça existait. C'est vraiment génial. C'est vraiment cool. Dans ces films-là, t'avais le 4, 5, 6, t'avais une vraie passion là, pour Star Wars. C'était une passion pour du monde qui voulait faire un autre monde, puis ça te transportait. C'est vraiment génial. Alors, on va faire ça le 17 et il va sortir le 18. Le film va sortir le 18. Fait qu'on va le voir une journée avant tout le monde. Ouais. J'ai bien hâte. C'est que j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Mais j'ai entendu qu'il y a plus de place dans les cinémas au Québec là, pour aller voir Star Wars. Le 18, ça monte au 23. Genre, il y a plus de billets. Je savais pas. Non. Ben, nous autres, on va le voir avant tout le monde. On a parlé de Steve Jobs. Moi, j'ai parlé de Steve Jobs. Toi, tu voulais repartir sur quelque chose. Sinon, moi, j'embarque sur Marin. Non. Vas-y. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à écouter une série, mais je l'ai terminée, en fait, depuis, mais qui s'appelle How to Get Away with Murder, qui est sur Netflix. Oui. Qui est vraiment une excellente série. C'est pas une série originale Netflix, là, c'est ABC. Non. Je sais pas qu'est-ce que j'allais dire ça. C'est Viola Davis qui est là, c'est Billy Brown. Écoute, c'est vraiment drôle. C'est des étudiants en droit très, très, très ambitieux qui prennent la classe, dans le fond, d'un professeur de la défense de droit. Et on voit tout le temps en arrière l'histoire d'un meurtre qui s'est passé. Puis plus les épisodes avancent, plus on découvre que c'est les étudiants, dans le fond, puis là, je spoil pas, là, on découvre que c'est les étudiants qui sont involved, dans le fond, dans un meurtre. Ils sont tous impliqués. Ils sont tous impliqués dans le cas, et parce qu'ils apprennent à l'école comment sortir les gens de ces cas-là, ben ils peuvent comme s'en sortir un peu aussi. Fait que c'est comme comment être le parfait meurtrier, ben en fait c'est d'être un enquêteur de la police. Ouais. C'est un peu ces affaires-là. Puis bon, on voit les cas avec eux autres. Je m'attendais à une série fille, tu sais, une espèce de suit. Je pensais que c'était comme un suit mais plus fait fille. Ça ressemble à un CSI. C'est ça, c'est un mélange de suit pis de CSI. OK. Carrément. Mais avec un petit peu de thriller, chaque épisode termine sur un tant. T'es comme obligé d'écouter l'autre parce que le cliffhanger il est vraiment trop gros, là. OK. C'est vraiment très bon. C'est super bien coté. Moi, j'ai vraiment accroché. 93% sur Rotten Tomatoes. Oh oui, c'est ça. C'est vraiment très, très bon. T'as pas tes notes, c'est pas grave. J'ai pas mes notes. La saison 2, elle va être sur Netflix, bientôt. OK.
Ça veut dire que présentement, la saison 1 est disponible sur Netflix, c'est que j'avais entendu beaucoup de bien. Il y a d'autres gens qui m'ont dit que c'était très bon, que c'est vraiment grippant, que c'est une série que tu veux juste manger au complet puis que tu vois pas le temps passer. Ah, c'est exactement ça. Il y a pas écoutez, j'ai pas grand-chose à dire. Honnêtement, c'est une petite saison, ça dure vraiment pas trop longtemps. Donne-toi une semaine puis tu l'as fini, là. C'est pas... Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. T'as une espèce de... Je sais pas, d'attachement, dans le fond, au fait que tu connais pas tu comprends pas l'histoire. Tu sais pas ce qui se passe. Puis jusqu'à la dernière épisode de la saison, tu sais toujours pas. C'est une reconstruction d'histoire. Oui, c'est vraiment des petits faits, des accumulation petits d'indices. moments, des petits indices, puis tu finis par arriver. Et je pense pas que ça pouvait être moins clair, ce que je venais de dire ça. C'est pas grave. J'ai compris ce que t'as dit. Bon, ben, si jamais vous avez pas compris, vous appelez Charles sur mon téléphone, c'est le 514. Oui, merci. Il va vous donner une tasse, mais tu fais un petit peu dans mes affaires. En même temps. Bref, très bon, c'est plein de magie, c'est excellent. C'est disponible sur Netflix. C'est disponible sur Netflix. Le début est un peu là, ça je tiens à dire là. Faut que le monde faut passer 2-3 épisodes. Ouais, 4. Je comprends. C'est absolument les meilleures séries, il faut que tu commences, puis c'est difficile de rentrer, mais quand tu rentres, tu t'embarques pour vrai. Le meilleur exemple, c'est Breaking Bad. Je veux dire, les gens s'arrêtent après la première ou deuxième saison. Puis je comprends que les gens disent, ouais, mais ça devrait être bon. Mais ça, moi aussi, je vais comprendre. J'ai adoré Breaking Bad, mais il y a comme des limites à étirer ta chance au début. Ils l'ont étiré première, deuxième saison. Et même là, tu vois, il y a des épisodes extraordinaires dans la première saison que j'ai capoté. Le gars qui lance, quand il lance son truc à terre puis ça explose dans le building, moi, j'ai complètement capoté. Mais, allez, regardez Breaking Bad dans le fond. Mais How to Get Away with Murder, film de... série à suivre. Série à suivre sur Netflix. Je te relance avec une série que moi j'aime beaucoup parce que ça parle de podcast. Mais qu'est-ce que c'est qu'un podcast, Charles? C'est ce qu'on fait présentement, Laurie. Tu sais, le micro qu'il y a devant toi. Je cherchais une joke à faire. Non, il n'y a pas de c'est pas grave. Quand j'étais plus petit, Laurie, j'écoutais des podcasts. J'ai commencé à écouter plusieurs podcasts, mais le tout premier, c'était What the Fuck with Marc Maron. Marc Maron, qui est un humoriste américain, qui faisait des interviews avec des humoristes américains. Et là, ça passe de David Cross, comme par exemple de What Bob and David, à, je sais pas, Louis C.K., Chris Rock, Steve Martin, il y en a plein, le Ben Stiller qui est venu, en tout cas, plein d'humoristes. Et ce podcast-là, je l'adorais, je l'écoutais tout le temps. Et à cause de ce podcast-là, il a gagné une popularité folle, Marc Maron, et il s'est mis à être vraiment populaire puis connu, puis maintenant tous ses shows sont sold out, il se promène partout, puis tout le monde le reconnaît à cause de son podcast. Et son podcast sur iTunes était tout le temps numéro 1. Maintenant, il est rendu avec une série qui s'appelle Maron et qui explique sa vie un peu de lui, qui explique que c'est un humoriste, on dit independent, on appelle ça de la comédie alternative, alternative comedy, mais tu sais, c'est comme si on disait l'équivalent d'humoriste de la relève ou l'humoriste de l'humour indépendant ou tu sais comme pas de l'humour mainstream grand public là, ce que Martin et Matt fait, mais c'est plus comme dans les bars, dans les cabarets, tout ça, avec d'autres humoristes alternatifs comme ils disent. Alternatifs. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment très très bon. Ça parle de lui à travers sa famille, à travers son podcast, les différentes célébrités, invités qu'il y a dans ses shows, puis toutes les petites histoires de sa vie qui sont relatées dans sa série sont apparemment vraies, sont toutes écrites par lui, et il joue lui-même lui. Et c'est produit, ou il est producteur exécutif aussi dans la série. Donc il y a beaucoup de contrôle sur qu'est-ce qu'il joue à la télé. Moi, j'écoutais ça il y a 2 ans quand c'est sorti parce que je savais que ça existait. Mais il est sorti sur Netflix, la saison 1 et saison 2. Donc, c'est une série vraiment intéressante. J'avais parlé de, qu'on appelle ça, le Schitt's Creek. Que c'est une excellente série pour écouter pendant que tu fais d'autres choses. T'as ton laptop puis tu fais d'autres affaires. Toi, tu l'avais vraiment juste aimé, point final. Tu t'aimais juste la suivre. Moi, je conseille vraiment de l'écouter et tu peux faire d'autres affaires en même temps et ça roule super bien. C'est une série qui fait passer le temps, qui est vraiment intéressante si tu décides de t'y adresser ou si tu veux juste prendre du recul puis faire d'autres affaires en même temps puis faire jouer ça en fond, c'est parfait aussi. Donc, Maron, c'est une série que je recommande fortement parce que je trouve que c'est la série ultime pour faire jouer ça en fond pendant que tu fais d'autres choses. Donc, je le recommande. C'est une série aussi vraiment bien écrite puis bien, mais jouée moyen, là, c'est pas une série parfaite, là. Sur Metacritic, on y donne 71. Sur Rotten Tomatoes, on y donne 81, donc quand même. Moi, j'y donne 7.5 sur 10, donc c'est la série parfaite pour faire d'autres choses. Et, comme par exemple, Fixation, tu peux faire jouer ça en fond pendant que tu fais ta sauce à spag, pis c'est bien le fun.
Ah, j'ai jamais imaginé que le monde s'assoit dans le noir puis ils font juste l'absorber. Oh ouais. Hein. Aïe, parce que tous ceux qui Pink nous écoutent... Floyd à l'envers, Ouais. fixation dans le noir. Faut que tu sois gelé C'est dans les deux cas. transcendant. Ouais. Pink Floyd, fixation, même combat. On se prend pas pour de la Oh fixation. Oh que non! Et qu'on a l'ego à bonne place. On va-tu parler d'Amy Schumer? Oh, on pourra bien. Pas bien, c'est une série qu'on a tous les deux aimé. Oui. On a binge-watch, d'ailleurs on a mis sur Twitter des photos de nous autres qui écoutaient ça. On a binge-watch, on a regardé 3 saisons. en série les 3 saisons. 3 saisons, 3 jours. C'est incroyable. Ouais. Mais c'était bon. C'était très bon. Caroline que c'était bon. C'était tellement bon. C'est tellement... Ah. C'est parfait. J'ai rien à redire. Tu sais, c'est comme... Elle rend la chlamydia sympathique. Oui! Tous les problèmes majoritairement féminins sont exposés dans cette série-là. Oui. Parce qu'elle en parle, elle l'écrit, puis elle est très crue, puis ouverte, puis elle est très directe avec ce que les filles, les femmes doivent passer à travers. Tu sais, ça passe... justement d'une MTS à une mauvaise date, à elle qui essaie de se trouver des dates, à ces réunions de filles où est-ce que moi je comprends fuck all, Puis moi je ris tout le long. à comment les gars doivent aborder comment les gars doivent aborder pour avoir une date, les bars, comment la réalité d'une femme de 30 ans qui vit sa vie dans le fond librement et ouvertement. Et Amy Schumer est extrêmement crue dans tout ce qu'elle dit. Moi, j'ai aussi adoré cette série-là parce que j'ai pu en apprendre un peu plus. C'est cool que t'aies été là parce que t'as pu m'approuver ou me dire non, on fait pas vraiment ça ou ça, on fait ça vraiment, vraiment. Puis quand je te voyais rire vraiment beaucoup, je savais que c'est quelque chose qui était vrai. Oui. Puis j'aime aussi la manière comment on fait les sketchs, c'est très original, comme par exemple il y a un sketch où est-ce que le gars traîne Amy traîne son chum pour aller acheter un chandail. Puis ils font une espèce de show réalité là-dessus qu'on verrait par exemple au comment ça? C'est Yes to the Dress. C'est Yes to the Dress, mais c'est yes to the shirt. Oui, c'est Yes to the shirt. C'est pas Yes, c'est genre OK. Oh ouais, c'est OK to the shirt. OK to the shirt. Puis c'est comme si tous les shows qui passent au Learning TLC, tous les shows qui passent à TLC, ils font une comédie, ils font une parodie de ça. C'est vraiment drôle. Elle a une espèce de tout un peu la même facture où est-ce que c'est bon, c'est des sketchs, des moments de elle et son spectacle, son one man girl. Oui, son stand-up. Puis t'as aussi des interviews qu'elle fait avec des gens qui font des métiers complètement des fois c'est sorti différents, tabou. des tabous. Amy Goes Deep, le segment oui, là. C'est le segment Amy Goes Deep où est-ce qu'elle va parler avec des humoristes, elle va parler avec un transsexuel, un prostitué, un gigolo. Oui, exactement. Importe, puis elle pose des questions crues que tu sais tout le monde veut savoir, puis comme ça rajoute. Ou pas. Des fois tu fais elle est allée là elle. OK. Next. Oui, elle va demander une femme qui fait des appels sexuels, des anecdotes qu'elle a dû se faire, puis il y a des affaires vraiment whack qui se passent. Ouais. C'est vraiment intéressant justement d'avoir des... Qu'à un moment donné, dans ce segment-là, où est-ce qu'elle parle à la personne qui est extrêmement riche, puis qu'elle fait juste lui poser comme toi dans la vie, est-ce que ça t'arrive d'être triste parce que t'as trop d'argent? Ouais. C'est juste comme... Honnêtement, ça rend mal à l'aise, là. C'est comme, elle pose ça. Absolument. Il y a des sketchs qui sont tellement parfaits là, ça passe il y a des sketchs le pire là c'est que j'ai écrit en plus à propos de cette série là, il y avait des sketchs qui m'avaient vraiment marqué que j'avais en tête et qui m'avait vraiment marqué. C'est de penser à celui qui m'a vraiment marqué, remarque, c'est celui où est-ce que tu vois du côté du point de vue de la femme. Elle fait, j'ai trouvé un site de cul qui montre des vidéos porno du point de vue de la femme. C'est une nouvelle tendance, c'est super cool. Puis ils sont comme, on va voir ça. Puis tu pèses sur play et tu vois qu'ils ont filmé littéralement le point de vue d'une femme. C'est complètement dégueulasse, là. C'est juste comme un gros chest poilu qui se frotte dans ta face. Tout ce que tu vois, c'est la demi-mur avec le cadre de la belle maman parce que t'es en doggy style-ish. Oui. Puis c'est juste le point de vue de la femme, c'est tordant. Il y en a eu des parfaits. J'ai eu le Perfect Breakup Reality Show, donc où est-ce qu'elle devait casser avec son chum. Fait qu'ils ont fait aussi encore une espèce de show à la TLC où est-ce qu'ils voulaient créer le parfait
le parfait cassage avec son chum. Oui. T'as eu Herpes Scare qui m'a vraiment fait rire avec Paul Giamatti qui a été invité d'ailleurs, où est-ce que elle doit expliquer à ses ex qu'elle a l'herpès. Fait que là, elle prie pour que ça se passe bien à Dieu, puis là, Dieu débarque. Qui apparaît. Puis Dieu débarque, c'est Paul Giamatti qui est là. Puis là, Paul, il dit, il faut que qu'est-ce que je dois faire pour essayer de m'en sortir? Puis il dit, ben, il faut juste que t'appelles tes ex ou les gars avec qui t'as couché pour leur dire que ça se pourrait qu'il y ait l'herpès. Puis là, le Dieu s'en va, puis elle fait, OK, je m'en vais les appeler, puis elle le fait pas, parce que ça y tente pas. Puis là, Dieu, il repopait, il me dit, écoute, je vois tout, fait que c'est sûr que tu l'as pas fait, là, je t'ai vu pas le faire. Elle dit, ouais, mais je veux pas le faire. Il dit, il faut que tu le fasses, t'as pas le choix. Fait que, c'est un sketch génial que j'ai trouvé. Celui, c'est un des premiers où est-ce qu'elle se réveille à côté d'un gars qu'elle a jamais connu. Puis tu sais, il fait comme, bon, mais passe une belle journée, toi aussi, bye. Puis tu vois la vie de lui et elle après la date, le one night stand. Puis de son côté à elle est vraiment comme, ah ben là, je sais pas, là, je pense que on peut peut-être l'inviter à Noël, on va peut-être, là, c'est super excessif. Puis elle magasine sa robe de mariée, là, pour lui. Puis t'as lui de l'autre côté, comme, en bobette, qui fait juste jouer PlayStation, puis il est comme, have you met someone? Yeah. Et that's it. Y a rien d'autre qui se passe dans la tête du gars. Ah, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. Puis Compliments, qui est peut-être un des plus épiques, là, où est-ce que les filles se complimentent entre elles et, oui, que à chaque fois qu'ils se complimentent, la femme ne peut pas accepter le compliment. Faut qu'ils disent comme, faut que ça y aille avec une espèce de, t'es vraiment belle aujourd'hui. Arrête, je suis vraiment rabougrie, je suis toute pas peignée, je suis toute pas belle pis tout. Puis je t'ai vu rire beaucoup, tu sais. Puis là, à la fin, t'as la fille qui accepte un compliment, tu dis, merci, tu sais. Et tout le monde se met à s'entretuer, c'est comme la fin du monde. Comment qu'elle dare? C'est, ça, puis Cat Park qui était vraiment bon. Cat Park, qui, oui. Celui-là, allez juste le rechercher parce que c'est pas compliqué, là, c'est Cat Park, là, mais. Il y en a un qui m'a vraiment fait rire, c'est le Finger Blaster. C'est des espèces de collations des fausses publicités. Des fausses publicités avec des doigts. Puis ils sont juste vraiment croches dans comment ils expliquent les Finger Blasters. C'est des enfants qui mangent ça. Et moi, ça me fait vraiment rire. Le doigt, là. Parce que c'est vraiment wrong, mais c'est tellement génial. Moi, ça me fait vraiment rire. Fait que, allez vous regarder Inside Amy Schumer. Toutes les saisons sont bonnes. Là, la saison 4 va sortir bientôt. Puis il y a pas de pente descendante, là, je veux dire. Non! C'est vrai, ça reste constant. Ça reste c'est toujours drôle. Il y a des sketchs moins drôles que d'autres. Il y en a qu'on faisait, ok, ça finit. Puis c'est pas grave qu'on passe à d'autres choses, mais ce qui est drôle est terriblement drôle. Le musée des ex-chums. C'est génial. Où est-ce qu'il y a juste, c'est les mauvais goûts de tous les chums, dans le fond. Avant que la blonde arrive dans sa vie puis qu'elle finisse par faire, t'as Christy peur de bobette. Tu m'en cruches de poil. La ceinture en forme de comme tressée qui est pas belle, qui est comme les exposée. Les colliers hawaïens faits de coquillages que les gars portent. Une montagne de Crocs qui est comme là, pis c'est tellement faut qu'on l'explique, là, c'est vraiment ça. C'est un musée des horreurs que les ex-chums portent avant que tu fasses une décision dans leur garde-robe. Puis il y a vraiment une montagne de Crocs. T'as des filles qui pleurent devant ça, comme si c'était le musée de l'Holocauste. Tu fais comme, wow! La maman avec son petit enfant. Est-ce que ça s'est vraiment passé, maman? Oui, ma chérie. Ils font juste regarder un dessin de tatou tribal. C'est parfait. C'est parfait, pour vrai. Pour vrai, je donne 8 ou 9. Là. En termes de comédie, c'est juste top notch, là. C'est vraiment parfait. Yeah. Tu viens d'embarquer dans Flight of the Conchords, là. Oui, enfin. mais là, tout récemment, là. Ouais. Tout à fait. Mais ça, c'est une série à HBO qui pourra pas être sur Netflix, malheureusement, mais c'est vrai que c'est assez génial comme série, Flight of the Conchords. Tout à fait. T'es prête pour les versus? Je suis vraiment prête. Je voulais juste dire avant, annoncement de Netflix. Il y a eu un communiqué de presse le 9 novembre dernier, dans le fond, comme quoi qui disait qu'à partir du 1er janvier 2016, toutes les versions cinéma de Disney, qui incluent donc Pixar, Disney, Lucasfilm et Marvel, dans le fond, apparaîtront une semaine plus tard que la dernière date à l'affiche au cinéma sur Netflix. Donc, juste pour placer les auditeurs, là. Pendant que Charles s'étouffe. Ouais, je me suis coupé, excusez-moi. Pendant ce temps-là, je voulais vous dire, c'est ça. La dernière salle qui va le projeter, dès que c'est fini, il y a plus de salle qui le projette une semaine après, ça sort sur Netflix. Exactement. Et c'est toutes les versions cinéma de Disney
sur Netflix Canada. C'est vraiment génial. Avec à l'exception de Star Wars, le dernier épisode, Ouais. qui va sortir, dans le fond, en décembre, mais qui va quand même faire partie du deal. Là. Ça a été Oui. négocié pour le Canada. Mais sinon, à partir du 1er janvier 2016, fait qu'on attend quand même là, des beaux films qui s'en viennent. Ah, Puis, ouais. en ayant ça, c'est un contrat de 4 ans. Pendant les contrats de 4 ans, il y a un pourcentage obligatoire à 16% de diffusion de vieux films de Disney. Donc, Ah! ils ont 16% de vieux classiques de Disney qui va Ouais. apparaître en même temps. Ça je dans comprends cette- pas ça d'ailleurs. Tu te rappelles, tu sais, quand ils ressortent, par exemple, des versions Saphir et Platine du Roi Lion remasterisées sur DVD et Blu-ray, et le film se vend encore 35$. Ouais. Je ne comprends pas ces prix-là. Mm. Je ne comprends pas que les prix de films de Disney sont encore aussi chers. Tu sais, je veux dire, je comprends l'offre et la demande. Là. Elle C'est est là, exactement tu sais. ça, parce qu'ils Mais- le mettent, ils le retirent du... Ils le retirent. plus trouvé. Ils retirent. sortent plus. Ouais, c'est ça se vend, ils vont te faire une certaine quantité, ça se vend au complet. Puis après ça, ils attendent 10 ans, puis Ouais. ils font une version 10 ans plus tard du Roi Mais Lion. t'imagines, ça fait 10 ans que tu cherches le Roi Lion. Tu t'en fous-tu quand il sort à 35$? Tu sais, Ouais. je me dis, c'est ça qu'ils se disent, là. Ouais. C'est du marketing pur et simple, c'est du Ouais. génie, c'est... Ouais, mais moi ce que je me demande c'est tu sais à la place de peut-être juste pouvoir en produire une certaine quantité puis de le faire de manière régulière, est-ce que ce serait pas mieux de le faire comme ça tu fais plus de profit ou de faire des espèces de moments justement, des moments on sort la version de La Belle et la Bête édition 45 ans puis on fait version saphir, platine avec diamants dedans parce que c'est jamais version collector's edition. Non. Non, c'est Disney, c'est qu'ils font leur affaire. Et moi, je ne comprends pas. Puis les prix sont exorbitants. Et c'est pareil pour les films de Pixar, là. C'est Mais pareil. c'est ça, mais moi, je trouve que c'est... Je veux dire, je trouve que c'est du génie, là. C'est Écoute, je sais pas. On va c'est voir. nous qui se faisons avoir là-dedans, là. Ben oui. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Netflix, justement. C'est un beau contrat, là, ce qui se passe. Oui. Mais 4 ça ans vient- d'exclusivité Disney. Mais ça vient aussi avec la réalité, c'est ça que les ventes de DVD se rapprochaient tout le temps de plus en plus avec la sortie en salle de tous les films, dans le fond. Alors que ça se ramasse sur Netflix une semaine après que ça soit sorti en salle, après que la dernière salle ait fini de le projeter. Moi, je pense pas que c'est ça qui est le fun avec la nouvelle. Je pense que c'est le fait qu'on va avoir accès aux films de Ouais. Disney Je en pense bas que de c'est rendu- 35$, là. C'est rendu inévitable. Ça tape 1 mois d'abonnement Netflix. Mm. Ça prend 3 mois d'abonnement Netflix pour rentabiliser un film de Disney. C'est vrai. Fait qu'imagine comment... Parce que moi, je sais pas comment ça fonctionne monétairement pour eux autres au niveau des droits, mais pour nous, en tout cas, c'est extrêmement rentable, cette alliance-là. Là. Non, c'est très avantageux, puis je pense que c'est une bonne idée. Il y a des meilleurs deals que d'autres, par exemple. Là. Je veux dire, Adam Sandler avec ses 4 films qui est supposé sortir. Puis d'ailleurs, la bande-annonce Oui. du nouveau film d'Adam Sandler est sorti. Tu l'as vu? Oui, j'ai Oh. vu. Le film de cowboy, là. Je sais Oui. pas comment ça s'appelle, là. Oh, j'ai pas retenu, j'ai fait des tout le long. Vraiment, là. Mais on s'ennuie de Monsieur Leeds. Mr. Deeds. Oh, Mm. Adam Sandler. Ouais. Alors, est-ce qu'on est prêt pour un versus-versus? Oui, versus. Pendant que Charles le prépare, Je l'ai, versus... c'est fait. Bon, ben, je vais quand même T'es l'expliquer. Alors, versus. On est allé sur le site flickchart.com, qui est un site génial, où est-ce qu'on t'offre 2 films qui ont pas nécessairement le même genre ou la même sorte de film. Ça peut être un suspense Deux contre. genres différents. Exactement, 2 genres différents. Et on te dit, choisis entre les 2. Exactement. Fait que là, ça peut être vraiment le fun, parce que tu te ramasses avec une comédie contre un film de science-fiction, et là, faut que tu choisisses le meilleur entre les 2. Mais si les 2 films sont bons dans leur domaine, ça devient tough. Ça devient vraiment tough, et ça fait des beaux débats. Donc voilà, flickchart.com, on commence. Zombieland OK. contre Monsieur et Madame Smith. Zombieland. Ah oui? Ouais. Monsieur et Madame Smith, j'ai beaucoup aimé. Mais, bref, non, j'ai pas d'opinion là-dessus, c'est Zombieland. All the way. OK. Ouais. Toi? Euh... Tant que ça? Ah ouais, c'était stylisé comme film d'action, c'était un bon film d'action. J'avais vraiment aimé Monsieur et Madame Smith. Ah ouais. Je veux dire de Zombieland aussi. Hein. C'est pas la meilleure comédie de zombies, la meilleure comédie de zombies de tous les temps, c'est Shaun of the Dead. Mais Ah oui, all the way, mais ça reste drôle, c'était très drôle. Très, très drôle. Ceux qui l'avaient pas entendu, Charles, c'est tout fait. ouais, exactement. Moi, Shaun of the Dead all the way, mais je vais dire Zombieland parce que c'est une bonne comédie de zombies américaine. Je pense que Zombieland a juste décidé de faire OK, Shaun of the Dead ça a vraiment bien marché. Faut faire une comédie de zombies qui a de l'allure. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone et puis la petite Nell, Little Miss Sunshine. Ah, Je me rappelle plus. Bref, Zombieland va gagner. Oui. D'ailleurs, la suite est en production. Oh que oui. Ah, j'aime bien ça.
Scream 2. Le 2, là. Celui où est-ce que deux, Sarah... c'est là où est-ce qu'il y a une fille qui meurt, là. Oui, au début. Là, Ouais. Sarah Michelle Gellar qui meurt en premier? Attends, Drew Barrymore, Non, c'est dans le premier. Oui. Vraiment? Oui, Drew Barrymore, c'est dans le premier. Oui. C'est Sarah Michelle Gellar qui meurt en premier dans le 2. J'étais sûr que... Ah non, c'est vrai, c'est Jennifer Love Hewitt qui est dans I Know What You Did Last Summer. Oui, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Ouais. OK, Drew Barrymore... Ah! Ouais. Contre Anchorman, The Legend of Ron Burgundy. Ah, maudite affaire. OK, je le sais que c'est Anchorman qui doit gagner ce combat-là. Ouais. Vous le savez maintenant, les auditeurs. Comédie de l'année, comédie en fait de la décennie. C'est que c'est long. Je n'aime pas Will Ferrell. Je sais. Comme je disais à Charles, à partir de Blades of Glory, il est mort dans mon cœur. Blades of Glory, c'était après... Non. Oui, Blades of Glory. C'est genre un an après. Non. Pour de vrai? Pour de vrai. OK, ben alors, Anchorman, sauf ça, il est mort après dans ma tête. Blades of Glory est sorti en 2007, Anchorman est sorti en 2004. Que ça fonctionne plus, ma théorie. Tu fais même plus de sens dans tes arguments. En tout cas, j'aime pas Will Ferrell, mais je sais Non. quand même que c'est Anchorman qui doit gagner parce que franchement, Scream 2, on va s'entendre, là, ça vaut pas... OK. Ça vaut pas 2 bonbons. Tu sais, là, les petits, là... Mais il y a les plus clairs que ça, là. C'est comme une espèce de popcorn, là. Ouais. Comme un maïs, là. Ouais. Ben, je donne pas 2 maïs. T'es pas fine. Je le sais. Mimic. Tu connais-tu le film Mimic? Non. OK, on l'a pas vu. OK, j'aime bien. Batman Begins OK. contre Rush Hour 2. Batman Begins. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est correct, Rush Hour 2? Moi, oui. Ouais. Oui, c'est ça là où est-ce qu'ils perdent le serviette, là. Ils se battent en Ils se serviette. battent, oui, en Asie, je pense que ça va, ouais. Ouais, c'est ça. The Matrix Revolution, donc c'est le 3e, c'est pas Matrix Ok. Reloaded, c'est celui qui clôt la Oui, série ouais, des Matrix, ouais, ouais. contre The Fast and the Furious, le premier. Non, je vais prendre The Matrix Revolution. Mais Honnêtement, les deux m'ont pas intéressé. le Je les ai 3 est vus meilleur que par le 2, je trouve. obligation, là, mais je Ouais. suis pas... Comprends. Je vais y aller avec les dangereux. C'est dégueulasse. Pirates of the Caribbean, Le premier. le premier. La perle d'or. Contre... De noir. Oui, la perle De noire. rayé. En tout cas. Contre Batman Forever. Batman Forever, c'est celui avec Val Kilmer. C'est pas celui avec Michael Keaton. OK. Non, Pirates des Caraïbes, pour moi. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est pas Mais- Non, mais ouais. Il y a Ouais. des Batman qui sont meilleurs que ça. Oui, oui, définitivement. Puis ça reste que Pirates des Caraïbes, pour le premier, on s'attend qu'après ça, là, c'était juste un étirage de sauce, là. Ouais. Le premier, c'était très bon, c'était inusité, c'était ouais. différent, puis les maquillages sont Ça s'est- vraiment très, très beaux ça là-dessus. s'est dépéri. Tu sais, ça s'est... deuxième, troisième, quatrième, c'était devenu C'était mauvais. quand, l'avant-dernier ou l'autre de chez l'autre, là, avec Salma Hayek, là, ou je sais pas Ouais, quoi, c'est là, le quatrième, une ça. compétition de totons en corset, là, Ouais. c'était comme... Mais le cinquième va sortir et il va revenir avec... Hey, Johnny Depp, oui, Johnny Depp, oui, mais Orlando Bloom et Keira Knightley reviennent. il était pas... Je sais pas. Mm. Je sais pas. Je me rappelle même plus ce qui s'est passé avec le Kraken dans le troisième. Je sais même plus. Le Kraken. Donc... Oh, c'est un beau rire de publicité, ça. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, donc le deuxième, OK. contre Daredevil. Pas la série sur Netflix géniale, on parle du film avec Ben Affleck, là. Ouais. Ouais, non, il n'y aura pas de Daredevil. Non, Ouais, quand même Austin pas. Powers, ouais. C'est pas... C'est des choix pas tant cool que ça aujourd'hui, dans les versus. Tu sais, il n'y a pas de genre le masque versus Shaun of the Dead. Attends, j'en ai un bon ici. Hard Candy avec Ellen Page, le trailer psychologique où est-ce qu'elle joue une petite fille de 14 ans qui est avec... c'est qui le gars, le blond? Qui fait des affaires dans le broyeur. Ouais, c'est vraiment bon, Oui. ce film-là. Oui. Contre Titanic. Titanic. Mais c'est mon film d'enfance. Ouais, non, je sais. Je vais prendre Titanic aussi. Mais j'aime mieux l'histoire de Hard Candy. Ah, non, définitivement. mais on en termes de s'entend, là, production, c'est pas- Titanic prend tout. Mais j'ai encore des frissons à imaginer la scène quand Kate Winslet arrive sur le port et qu'elle sort de sa voiture, puis tout ce qu'on voit, c'est son Ce chapeau chapeau, en ouais. contre-plan, puis Ouais. qu'elle fait juste faire un plongé, Ouais. puis qu'on voit son Le visage. poil se dresse sur ses bras. C'est complètement fou. Moi, C'est en tout toi. cas, oui, c'est moi. Donc, mademoiselle a choisi Titanic et je vais prendre Titanic aussi pour... Me supporter moralement. Exactement. Prochain film. Film avec Ben Stiller. Il y a quelque chose qui shake présentement. Ça me gosse un petit peu. Je suis Ça désolé. patte? Je sais pas, hein. Est-ce que tu shakes des jambes? Je touche à rien. OK. Dodgeball contre You've Got Mail. Oh, dodgeball. Dodgeball aussi.
beaucoup aimé Dodgeball. Moi, de même. Je pense que le pire, c'est que c'est un des films qui a fait le plus de profit par rapport au budget qui ont été accordés. Là. Ah, Je pense pour que c'était un budget de 20 millions, puis on fait comme 150 millions avec ça. C'est ridicule. Là. Ouais. Hey, c'est vrai que j'ai jamais pensé à regarder quel genre de film a fait Genre le plus de budget, le plus d'argent par rapport au budget que le budget initial. Ouais. C'est comme non, je pense que celui qui a le fait genre Paranormal Activity a été fait avec une couple de centaines de milliers, puis on fait comme 100 quelque chose millions de dollars. Genre vraiment ça a été ridicule. 3 billiards Exactement. de sous canadiens tir. Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tigre et Dragon contre The Waterboy. Ah, Tigre et Dragon. Tigre et Dragon aussi. Oh. Et c'est pas un mauvais Adam Sandler, Waterboy. Je l'ai aimé. Non, je l'ai aimé. Mais ça peut pas battre Tigre et Dragon. Non. The Indiana Jones and the Temple of Doom, 1984. Je sais pas si c'est non, le deuxième, c'est... Non, mais c'est ça. Moi aussi, je vais le savoir. The Temple of Doom est sorti... c'est le premier, si je me rappelle bien. Premier Indiana Jones contre le premier American Pie. Ah, mais là, je veux tout m'en décevoir tout plein, mais moi, je joue avec l'American Pie, parce que je suis de la génération American Pie. Puis Ouais, mais... je sais que c'est l'autre qu'il faut qu'il gagne, mais... American Pie. Je m'y connais vraiment pas beaucoup en Indiana Jones. Ouais, God, c'était bon, American Pie. C'était très bon. Nadia. Bon, ben, on y va. C'est dubitatif. Alien 3 contre Airplane. Airplane. Eh oui. Avec Val Kilmer. Je dis pas Alien 1, là. Oh, mais... intéressant. Vanilla Sky, la version avec Tom Cruise, contre Little Miss Sunshine. Vanilla Sky, oui. Vanilla Sky pour Ah moi. oui? Oui. Mais j'ai pas tant trippé sur Little Miss Sunshine. J'ai aimé lire le synopsis, j'ai aimé avoir envie d'écouter le film, puis je l'ai écouté, puis j'ai fait « Ah, mon anticipation était meilleure que le film. » Ah. Mais j'ai attendu, je pense que je l'ai écouté comme 2 ans après qu'il est sorti, là. Ok, moi je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, puis j'ai pleuré à la fin. J'ai vraiment aimé ça. Ce film-là, j'ai trouvé vraiment magnifique. Mais t'as raison, Vanilla Sky était bon. Film de Cameron Crowe. Puis c'est pas la version originale. La version originale est espagnole. Je l'ai vraiment bien aimé ça. Okay. Puis je l'ai vu très très jeune quand il est sorti, puis je me souviens vraiment, ça a une histoire autour de ça, puis ça... Ouais. Ok. Ouais. Oui. Bon. Good Will Hunting, 1997, avec Matt Damon et Ben Affleck, qui ont écrit tous les deux le film et qui ont gagné un Oscar, contre How to Lose a Guy in 10 Days. Oh mon Dieu! Mais le choix est tellement compliqué! Ouais. Okay. Je le sais, on s'est tous cliqué sur How to Lose a Guy in 10 Days. Oui, effectivement. Oui. Matthew McConaughey m'a fait capoter. Ouais, c'est sûr. Crash 2004. Qu'est-ce que c'est ça? Crash. Le film Crash avec il y a Sandra Bullock, il y a Film de genre d'apocalypse, là? Non. Crash, c'est le film qui se passe à Los Angeles où est-ce qu'on parle du racisme. Avec des étoiles dans le titre, là. C'est R-A-A-S-H. Non, c'est pas celui-là. C'est un film, tu sais pas? Ok. Non, j'ai aucune idée. On va le changer, mais c'est un film de Paul Haggis, si je me rappelle bien. Ouais. Pleasantville, 1998. Ah, je l'ai écouté en plus la semaine passée. Ouais, je me l'ai acheté en Blu-ray. Je le sais. Contre c'est un de mes films préférés. Jurassic Park 3. Pleasantville. Moi aussi. Intéressant. C'est intéressant ça. The Cabin in the Woods 2012. J'ai aimé ça, c'était excellent. Ouais. Contre Big Daddy. C'est Cabin in the Woods. Cabin in the Woods. Ouais. Moi aussi. J'ai bien aimé la twist. J'ai bien aimé ce que le film laissait prétendre, puis finalement c'est pas ça pantoute. Vraiment. The Jerk, Steve Martin, classique de la comédie, contre Borat. Aussi classique. Ouais. The Jerk. Genre pour 2006 là. The Jerk. Hein, The Jerk. Aussi. Ouais. Tu m'aurais mis The Jerk contre The Office, j'aurais vraiment eu de la misère à choisir, là. Mais The Jerk contre The Office. The Office, c'est une série télé. Non, Office Space? Office Space. Office Space, c'est un film. Ah, c'est génial, Office Space. C'est un film culte. Oui. Ok. Ah, c'est bon, ça. Oh, c'est bon, ça. Okay. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ce qui est quoi, le 2, le 3? La Chambre des Secrets. Non, c'est le premier. Ah, ouais. Attends, non, le premier, c'est l'École des Sorciers. Le deuxième, c'est la Chambre des Secrets. Le troisième, c'est Prisonnier d'Azkaban. Ok, c'est le 2. Ok, parfait. Donc, oui. Je valide. Tu valides. Ok, parfait. Donc, Harry Potter 2 contre Shrek 2. Shrek 2. Shrek 2, moi aussi. Ouais.
Shrek 2 était vraiment bon. C'était très... Parce que Shrek 2 avait aucun rapport avec le premier. Non. Puis il est sorti de nulle part, puis ils ont fait comme beaucoup trop de jokes adultes. Oui. Quand ils ont fait j'ai vraiment aimé ça, ils ont fait l'espèce de Cops, mais en version dans le temps où est-ce que Puss in Boots se ramasse avec de la coke, puis ils trouvent ça, puis ils disent pas à moi. C'est de l'herbe à chat. Exactement. Puis là, ils détruisent un Starbucks. Mais c'est pas un Starbucks, c'est une espèce de truc de Starbucks. Puis là, tout le monde sort, puis ils s'en vont au Starbucks. Dans l'autre Starbucks à de côté. Ça m'a fait tellement craquer, là. J'ai trouvé ça tellement bon que Shrek 2 est vraiment un bon film vraiment drôle. Il a changé. Meilleur que le premier, ça j'arrive pas. Beverly Hills Cop 3 contre Dawn of the Dead, la version remake de Zack Snyder en 2004. Dawn of the Dead. Dawn of the Dead aussi. Ok, oui. Ouais. Est-ce que ça serait Beverly le temps de Hills se faire Cop, ils ont allongé un petit peu. Ils ont tiré la sauce un petit peu. Est-ce que ça serait le temps de se faire un petit taste of cinéma? Oui, je pense que c'est le temps de faire un petit taste au cinéma. Fait que, on va y aller avec un dernier, juste un petit dernier. Oh, non, ça va être assez facile. Revenge of the Fallen, Transformers. Donc, Revenge of the Fallen, c'est la version, c'est le 3e, ça, je m'en rappelle bien. Contre The Hangover. Ah ben voyons donc. Ok, The Hangover. Ok, c'est fait. Je pense que le temps que tu dises le titre J'ai fait du comme film de n'importe- Transformer, il y a comme une partie de mon âme qui est morte. Ouais, je suis désolé. L'autre, elle a comme décidé de s'en aller ailleurs puis de faire autre chose dans sa vie. Puis comme ce qui restait, il s'est juste mis en boule puis a attendu que ça finisse. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ok. Alors ici, aujourd'hui, on fait ici un petit Taste of Cinema. C'est un top 10 qui a été fait par des blogueurs qui aiment le site tasteofcinema.com et qui ils font des top 10, des top 20, des top 25 de films. Et on en parle, on trouve... Des top choses. Exactement! Donc, aujourd'hui, on va faire un petit top 10. On va faire juste un. Alors, je vais te donner... je vais t'en donner 2, comme ça. Donc, on va faire Sean Penn contre Scarlett Johansson. Sean Penn. Sean Penn, les 10 meilleurs films de Sean Penn. Selon un auditeur ou un gars qui écrit sur Taste of Cinema. Donc, évidemment, c'est ses préférences à lui. OK. Numéro 10, Casualty of War, 1989. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Numéro 9, I Am Sam. Juste en numéro 9? Juste en numéro 9, ouais. Mais mon Dieu, il est mieux de m'impressionner. Du 8 à... Mm-hmm. Numéro 8, The Thin Red Line. OK. Très bon film qui était quasiment sorti en même temps que Saving Private Ryan, et c'était 2 très très bons films de guerre. Numéro 7, This Must Be the Place, 2011. This Must Be the Place, c'est où est-ce qu'il joue une espèce de gars gothique qui ressemble un peu à Edward Scissorhands avec les cheveux un peu bizarres. Apparemment que c'est un très bon film, un film indépendant, mais glauque, dark, qui mérite la peine d'être mais je pensais découvert. pas que ça clochait Sam. Tu l'as tué, ça? Oui, je l'ai vu. T'as-tu aimé? Vraiment, j'ai vraiment aimé ça, mais... C'est comme il joue un musicien, hein, dans ce film-là. Musicien, écrivain. Honnêtement, je me souviens de l'impression, je me souviens que j'ai aimé ça, je me souviens, il y a une Ça des me fait scènes où Ozzy est-ce qu'il est Osbourne comme... là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est vraiment atroce à dire, mais je me souviens qu'il y a trop de gel dans ses cheveux, mais je me souviens pas qu'est-ce qu'il faisait, tu sais. Ouais, c'est pas grave. Numéro 6, Sweet and Low Down. Aucune 1999. idée, c'est quoi? Ok, numéro 5, At Closing Range. 86. Aucune idée, Ok, c'est quoi? numéro 4, Mon Dieu. Fast Times at Ridgemont High. Troisième position, Milk. Ah, ok, 2008, ok. ouais. Bon, Numéro ouais. 2, Mystic River. Oh oui! Et numéro 1, Dead Men Walking, 1995. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Moi non plus, mais mon Dieu, j'étais certaine de bien connaître la carrière de Sean Penn, Ah, puis non, je me je la rends connais compte pas. que je suis... Non, j'avais vu ce top 10-là, puis je me suis rendu compte que moi non plus, j'ai pas vu tant de films de Sean Penn que ça. En tout cas, pas de ça qui valent la peine, finalement. Non. Mais I Am Sam, je l'aurais mis comme 4. Mettons, numéro 4. Oui, attends un peu. Si Milk était là, Mystic River... Mais je pense qu'il faut voir tous ces films-là pour Thin pouvoir Red faire son propre top. Bon, mais alors, nous savons quoi faire à la prochaine journée off que nous avons. Regarder des films de Sean Penn. Écouter des films de Sean Penn. Pas être trop dépressif. Et ça va être compliqué. Et sorti prochainement. Oui. Hey, 21 Grams aussi, il jouait là-dedans. Oui. J'ai pas vu 21 Grams. C'est pas vu? Ah, c'est très bon, ça. C'est celui qui a réalisé, en plus, Mystic River. Je pense. Oui. Bref. Je pense pas qu'il a réalisé tout ça. Ah non, c'est Inaritu qui a réalisé 21 Grams.
Ah oui? Ouais, c'est Naruto. OK, sorti prochainement. Oui, dans les sorties Netflix. Oui, super. Qu'est-ce qui va sortir en novembre, même en décembre, si ça te tente d'empiéter sur Yes, décembre? mon cher. En novembre, ceux qui l'ont pas vu, Kingsman est arrivé sur Netflix. Oui. Cinderella est là aussi. Ceux qui ont manqué, là, en octobre, là, il y avait toutes les... Wild était là, Whiplash était là, toutes les Oscars étaient là. J'arrête pas de jouer avec mon crayon, ça fait du bruit. Donc oui, With Bob and David. With Bob and David. With Bob and David. C'est une série humoristique, ça. Oui, mon cher. Sur Netflix. Switch Albert, la saison 4 qui va être disponible le 25 novembre sur Netflix. Jessica Jones, le 20 novembre sur Netflix. La série sur l'espèce de petite... C'est une série Marvel. Une série Marvel. Sur une super-héros. Oui. Exact. Master of None. Oui, avec Aziz Ansari, qui j'ai entendu juste du bon. Exactement. Il y a le film D.R.N.I., documentaire, en fait, sur la maison Dior. Et non pas le designer Christian Dior, mais la maison Dior à ce jour. Oui. Il y a Walt Disney Short Film, qui est un petit documentaire, en fait, qui a été fait, qui présente les short films de Disney qu'on a pu ou pas vu. Les premiers, en fait. Et c'est, comment ils ont été faits, où est-ce que l'idée est venue. Et en fait, c'est que tous les créateurs, tous les dessinateurs de Disney à l'époque, ils étaient nombreux, mais il y avait tous des petits projets sideline qu'ils faisaient, présentés à Disney. Ça faisait oui, non, ça passe pas, mais non, on voit ceux qui passent pas. Oui. Ah, c'est cool. C'est vraiment très bien. J'ai bien apprécié ça. Les très classiques qui sont apparus, là, Six Sense, Sign, tu l'as apparu sur Netflix. Home, Troy, ceux qui l'ont pas vu, le petit film. Voilà. En décembre, nous avons Real Bob, qui est une série, en fait, financée par Rob Schneider, qui est sur la vie de Rob Schneider. Fait que c'est une série, wow, 8 qu'est-ce qu'ils vont parler? C'est sa vie à lui depuis qu'il est fameux. Il paraît que c'est extrêmement drôle, il paraît que c'est complètement déplacé, que c'est juste comme des gros sketchs de vie. OK. Sur sa vie à lui, finalement. Okay. Je ne sais pas. Ça va être là le 1er décembre. Il y a vraiment peu d'informations là-dessus. J'ai pas été capable de trouver un thriller. C'est Netflix qui le finance? Non, c'est Rob Schneider, entièrement. Qui l'a produit? Oui, c'est financé indépendamment par lui. Probablement que Netflix a payé pour avoir les droits pour le diffuser. Oui, mais là, après ça, on parle de la diffusion. C'est la diffusion, chose, ça, c'est mais Netflix. La production, ça serait lui. C'est Rob Schneider qui l'a payé. Quand même intéressant parce que Rob Schneider, depuis quelques films d'Adam Sandler, on le voyait plus vraiment. Mm-hmm. Il a fait ses films indépendants puis on sait que ça a pas beaucoup marché. Moi, j'ai entendu un podcast avec lui où est-ce que il explique que après un certain moment, il s'est juste un peu comme effacé de la map et il a dit lui-même, il a pas eu son big moment à date. Il l'a toujours pas eu là. Je veux dire, on pensait que les belles années où est-ce qu'il jouait comme le gars principal dans The Hot Chicks ou The Animals, c'était ça, mais non. Il a dit, il a jamais été comme vraiment un prime time acteur d'humour même pas dans Deuce Bigelow. Non, même s'il y a ces séries-là, c'est toutes des films de catégorie BB produits par Sandler. Il a jamais atteint le pic selon lui, fait que c'est drôle de voir que lui il fait une série sur Netflix puis il explique sa vie. À propos de sa vie à lui, c'est ça. Peut-être j'ai hâte de voir si c'est un peu comme les Osborne ou peut-être. J'ai aucune idée, mais ça promet. Il y a le 4 décembre. Moi, je sais ce que je fais le 4 décembre. C'est mieux de pas arriver tard sur Netflix. A Very Merry Christmas. Oui, le fameux. Tellement hâte. C'est une première. Sûr. Un show de ce genre-là sur Netflix, ça existe pas. C'est toujours réservé aux grosses stations, les grosses chaînes. ABC, NBC font tous des spéciales de Noël. Il y a toujours des spéciales de Noël. Là, on l'a à nous. On l'a sur Netflix. C'est Bill Murray, plein d'invités. Oui. Un spécial de Noël musical. J'ai hâte. Qui est aussi disponible en 4K. Moi, je capote. Ouais. Ben ça c'est pour... comme... Ouais, mais 4K, je me suis rendu compte qu'il faut que t'ailles le membership premium pour avoir la possibilité de streamer du 4K. Moi, je ne peux pas. Parce que j'ai le standard, l'abonnement standard, mais le 4K est disponible seulement pour les gens qui... Je pense que ce qui va se passer, c'est que d'ici les prochaines années, on va donner le 4K au format à l'abonnement standard à 8,99 parce que ça va être de plus en plus populaire. Ouais. Bon, on va juste moins voir les parts de Power Bill Murray, c'est pas bien grave. Ouais, parce que House of Cards saison 2 et saison 3. Et filmé en 4K. Filmé en 4K. Ouais. Puis bref, fait que Very Merry Christmas, ça va vraiment être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir les réactions que ça va enchaîner. Est-ce que ça va bien passer? Est-ce que ça va faire des bonnes codes d'écoute sur Netflix? On espère, parce qu'après ça pourrait être le premier d'une longue série si on fait de spécial de Noël, d'Halloween. Avec Bill Murray. Moi, le 4 décembre, je suis là. Et le 18 décembre, la deuxième série originale Netflix d'animation qui s'appelle F is for Family, qui est une histoire un peu d'une famille... F is for Family. F is for Family, le 18 décembre. C'est un sitcom un peu comme le cheval, le BoJack Horseman. BoJack Horseman, bon, ben, même principe, mais là, on parle d'une famille de
basse classe, la classe pauvre dans les années 70. Et c'est comme une Est-ce que comédie c'est avec des pour voix, adultes. les gens c'est qui font les voix, J'ai pourrais pas te non, dire. j'ai pas eu J'ai l'information. entendu- J'ai reçu un petit communiqué de presse qui faisait juste avoir la photo, puis ça faisait juste dire ça, puis Ouais, rapidement. excuse-moi, F is for Family, j'ai vraiment hâte, t'as raison, parce que c'est la série de Bill Burr, l'humoriste américain Bill Burr, qui a fait un stand-up spécial génial l'année dernière, qui est le meilleur stand-up qui est sorti sur Netflix. C'est je me rappelle plus malheureusement, mais c'est lui qui l'a créé, cette série-là. C'est lui qui fait une des voix. Puis c'est avec Hayley Reinhardt, Laura Dern et Justin Long, donc des autres célébrités qui sont là aussi. Puis c'est une série, une comédie d'animation, a lower middle class family living in the 70s, based on comedians exactement ça Bill que Burr's j'avais dit. childhood. Donc c'est basé sur sa vie à Bill Burr. Et moi j'ai vraiment hâte, parce que j'adore cet humoriste-là. Oui, ça, j'ai bien hâte de voir ça. Ben écoutez, pour les sorties en salle, on va avoir By the Sea, le fameux film énigmatique d'Angelina Jolie, où est-ce que tu vois les bandes annonces, puis c'est comme eux qui sont sur le bord d'une côte quelque part en Europe, puis tu fais comme c'est quoi ce film-là? Et c'est elle qui l'a réalisé. C'est avec Brad Pitt. Il y a aussi Spotlight, qui est un espèce de film trailer journalistique. Moi, j'adore les trailers journalistiques et il est super bien coté déjà sur Rotten Tomatoes. Fait que j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Ça sort le 20 novembre prochain. On a aussi Creed, qui va sortir, qui va être avec Michael B. Jordan, qui joue dans le fond un boxeur et qui va être entraîné par Sylvester Stallone, qui se ramasse à être Rocky. Donc, est-ce que c'est une suite? C'est pas une suite, mais c'est partie de l'histoire de Rocky. On fait tangente. Exactement. C'est Rocky est assez vieux, lui il entraîne du monde maintenant. C'est ça. Donc, Creed. En même temps, t'as Victor Frankenstein. J'ai eu la malchance de le regarder déjà à l'avance. Pas un En bon film. français. Pas aimé ça. Non, il est en anglais, mais j'ai pas aimé ça T'as du tout. pas, non? Non, c'était pas bon. Ah. Avec Ewan excusez-moi, avec James McAvoy et Harry Potter. Mais les images sont pas belles? Oh oui, en Ouais, termes de c'est ça. production, c'est malade, là. Je veux dire, on essaie de créer... Mais c'est un peu comme Oz, là. Ça a foiré, ça a juste fait des bonnes images, puis c'est tout. Oz était pas aussi mauvais que il était moins pire qu'Alice. Ouais. Mais Oz était vraiment nul. Alice était à chier. Non! Oz, c'est un tapis de vomi. C'était couleur vomi. Tout. Le film tout. était pas bon. Tout Le film était mauvais. pas bon, mais c'est parce que le pire c'est que ceux qui ont fait Alice ont fait Oz. Mais c'est parce que eux, Bref, c'était pas bon. c'est l'équipe, c'est que c'est des équipes qui font comme oui, on va prendre le conte classique puis on va faire une histoire à part. Puis le monde fait comme non, c'est pas ça que je veux voir. Puis personne voulait voir ça, ces histoires-là, ces espèces de spin-off basées sur l'histoire, la vraie histoire, puis tu fais comme non. Ah, il y avait une prothèse qui décollait tout le long de Oz. Ça n'a pas de Christy de bon sens. Au niveau du raccord, je sacrais dans mon char. C'était pas des bons films. Parce que j'ai vu au cinéparc. Ouais. Mais est-ce que c'est meilleur que Oz, Frankenstein, ou... Écoute, j'y vais à moitié. Là. Regardez-le pas. C'est juste... Non, allez pas le voir. T'aurais qu'il sort sur Netflix. 27, il sort un film très controversé qui s'appelle Love, qui est allé faire beaucoup de controverses au Festival de Cannes parce qu'on se disait le réalisateur il a tourné de la pornographie, mais c'est pas de la pornographie. C'est l'histoire d'un homme qui se ramasse en Europe et puis il commence à connaître à découvrir sa sexualité et c'est très 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 explicite. Donc Plus que Nymphomaniac? Oui. Oh, Plus. oh. Ouais. C'est pas un Lars von Trier, là, c'est un autre gars, là, puis apparemment que lui, il a été accusé de tourner juste de la porn, mais il dit non, c'est pas de la porn, c'est un vrai film, en tout cas. Il y avait une clapette. Il y a 2 films que j'ai vraiment hâte de regarder. Ils sortent le 27 novembre, on va le voir ensemble. The Danish Girl, avec Eddie Redmayne. Oui, qui joue mon premier homme Ça même transsexuel. premier Transsexuel. transsexuel. Oui. Donc, c'est le Pas premier qui va... Travesti. Ben, travesti. il y a l'opération. Là, Ouais, donc, donc transsexuel. transsexuel. Et ça raconte l'histoire de cet homme-là. La bande-annonce, ça donne des frissons complètement. Là, je dis veux dire, ça, la transformation que Eddie Tu vas Redmayne doit pleurer, là, faire. c'est sûr. Là. Puis c'est avec Alicia Van Kier, celle qui fait Ex Machina, dans le fond, elle joue sa femme là-dedans. Et t'as Trumbo avec celui qui faisait Breaking Bad, là, Walter White. T'as entendu parler qu'il y a une saison 6 d'ailleurs qui s'en vient? Oui. Je suis comme pas sûr. Pourquoi? Peut-être contente. Je sais pas. Peut-être. Genre, Vince Gilligan, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il fasse une suite? En tout cas, bref, Money. Ouais, c'est ce que je pense. Parce que Trumbo, ça parle c'est avec Bryan Cranston. Excusez-moi, je cherchais le nom là, de la personne, l'acteur là. Mais c'est ça, c'est l'histoire d'un écrivain hollywoodien qui est incompris et qui dit tout ce que il dit des affaires vraiment bizarres, puis il est pas capable de se faire comprendre vraiment dans son propre univers. Puis c'est une comédie avec de Jay Roach
Et puis il y a Louis C.K. qui joue là-dedans aussi. Et ben j'ai bien hâte de voir justement. Je vais te montrer la bande-annonce. Tu vas vraiment faire ah ouais, ça me donne de le voir. Ouais, avec Louis C.K. ça m'intéresse. Il joue un personnage secondaire. Mais fait que à surveiller, en tout cas, selon moi, le film d'Eddie Redmayne. Exactement. Ben écoutez, c'est ce qui termine l'émission de Netflixation. Je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci à tout le monde de nous suivre sur Twitter. On va plugger nos affaires. Premièrement, Flixation LC sur Twitter. Venez vous rajouter. Sinon, ben on est aussi sur Facebook, notre groupe Flixation, tout simplement. Flixation le podcast. Le podcast. Oui, on est aussi sur YouTube. On met l'intégralité des shows sur YouTube aussi. Ça vous tente de l'écouter et pas nécessairement le télécharger sur votre téléphone. Donc, on peut nous suivre là-dessus. Laurie, où est-ce qu'on te trouve? Sur Facebook, oui. Laurie Frigon. Puis sinon, sur Twitter, frigon.laurie. Voilà. Tout simplement. Simplement, comme ça. Puis moi, ben, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, ChuckTL. Donc, voilà. Ben, on va finir avec notre petite citation. Donc, devinez c'est quoi le film, en fait, par rapport à ça? Encore une fois, si vous le trouvez, vous méritez une tasse ou un cendrier. Exactement. Alors, je vais dire la mienne. Vas-y. I am Groot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une joke. Ouais. La vraie citation que je voulais dire, c'est... J'en reviens. OK. Vas-y. Elle peut être difficile, là, mais c'est Daniel Day-Lewis, c'est lui qui l'a dit. OK, quand même. I drink your milkshake. OK. Essayez de retrouver ça. I drink your milkshake. Puis il est méchant. OK. OK. Je vais y aller avec la mienne, elle est vraiment pas compliquée à trouver, là, OK. mais... I can derelict my own balls, thank you very much. Voilà. Oui, parfait. Si vous le trouvez pas, vous J'ai hâte à la êtes pas suite. mon ami. C'est ça. Alors voilà, c'était Flixation. On a-tu un mot à dire à la fin ou c'est tout? Noix de coco. Ouais, noix de Non, coco. non fait de concentré. Non fait de concentrer. On a une canette devant nous et c'est juste noix de coco. C'est vraiment Non, mais inspirant. c'est un beau mot de la fin, je trouve. Non fait de concentré. Non fait de concentrer. Alors on vous dit Fixation. bonne journée puis au prochain Flixation. Bye.